Here's Johnny. Heureusement que les monstres ça existe pas en vrai, parce que sinon j'aurais vraiment trop peur. Mais non, mais je pensais en avoir fini avec toi. Oh, t'en fais pas, je pense que tout le monde pensait que j'étais fini. Mais me voilà, toujours debout, toujours à peu près vivant, toujours en métal et en os. Mais je veux pas que tu reviennes, moi. Je faisais ma petite vie, tranquille, pépère, sans toi, et c'était vachement cool. Enfin, vachement cool. Enfin, c'est pas la question. T'étais où, toi, depuis 5 ans? Tu n'es pas sans savoir que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Un couvercle de poubelle peint avec autant d'amour, ça aussi, ça implique de grandes responsabilités. Lutter contre les mauvais films, c'est un boulot à plein temps, et je peux te dire que c'est pas ultra bien payé. Mais trêve de bavardage, nous avons une mission à accomplir. Ah non. Ah si. Ah non. Oh que si. J'ai dit non. Et puis tu vas encore mettre le bordel dans mon salon. Bah c'est pas grave, tu rangeras après. Allez, générique. Salut mes petits popcorn, je vais pas vous mentir, vous m'avez beaucoup manqué. Alors, pour fêter le grand retour de votre Captain préféré, il vous a concocté un épisode pas piqué des hannetons. Chez le Captain, on aime bien rigoler, mais on aime aussi les chauves-souris. Wesh, big up Batman. Alors c'est parti pour un épisode spécial comédie de vampires. Les films de vampires, c'est comme ton grand-oncle René, ça date pas d'hier. Le premier d'entre eux date même du 19e siècle, puisqu'en 1896, Georges Méliès réalisait déjà Le Manoir du Diable, film dans lequel un terrifiant vampire apparaît pour hanter deux pauvres âmes qui n'avaient rien demandé. Au final, le ton de ce court-métrage est clairement burlesque. On peut donc dire que le premier film de vampire de l'histoire était déjà une comédie. Citons également, sorti en 1959, le célèbre Plan 9 from Outer Space d'Ed Wood, considéré par certains comme l'un des plus mauvais films de tous les temps, et par d'autres comme un des meilleurs nanars jamais sortis en salle. Mais ça, nous y reviendrons très probablement une autre fois. Enfin, si je redisparais pas pendant 5 ans, cela va de soi. Mais non, dans cet épisode, nous allons remonter en 1967 pour parler d'un film de Roman Polanski, Le Bal des vampires. Le contexte de ce film est assez particulier, puisque c'est lors de ce tournage que Roman Polanski a rencontré l'actrice Sharon Tate. De cette rencontre naîtra une romance, puis un mariage. Mais seulement 2 ans plus tard, en 1969, alors que Sharon Tate était enceinte, elle est brutalement assassinée chez elle avec plusieurs de ses proches par les membres de la famille, secte dirigée par le gourou criminel Charles Manson. Il plane donc autour de cette œuvre une aura tragique, à l'opposé de son ton pourtant comique, et il est difficile de parler de ce film sans évoquer ces horribles événements d'abord. J'étais un peu obligé de percer l'abcès et d'évoquer tout ça, mais maintenant, passons au film, voulez-vous? L'histoire se déroule en Transylvanie, cette fameuse région de Roumanie connue pour ses vampires. C'est là que nous rencontrons le professeur Abrontius, ainsi que son jeune assistant, nommé Alfred. Ces deux-là sont des chasseurs de vampires, et ils débarquent dans une auberge pour la nuit. Alors qu'on se rend rapidement compte qu'ils sont complètement incompétents, le jeune Alfred tombe amoureux de Sarah, la fille des aubergistes. Sauf que paf, pas de bol, Sarah est enlevée pendant la nuit. Oh rage, oh désespoir, oh scénario pas du tout prévisible. Les deux chasseurs de vampires partent donc à la recherche de la demoiselle, et arrivent au château du comte von Krolok, qui prépare le bal annuel des vampires. Vont-ils réussir à la sauver? Le premier point qui ressort de ce film, c'est qu'il est drôle. On n'est pas réellement sur un film qui nous fera rire aux éclats, mais certains passages nous feront tout de même sourire, avec un certain humour burlesque, basé sur des chutes et des situations cocasses. L'objectif de Polanski? Réaliser une parodie de film de vampires, en reprenant tous les clichés du genre et en les tournant en dérision. En parlant de clichés, un thème qu'on retrouve assez souvent dans les films de vampires, c'est la question de l'érotisme. Eh oui, il n'aura pas fallu attendre Twilight pour voir une histoire d'amour impossible entre un humain et un vampire. On retrouve ici un certain nombre de scènes assez suggestives. La morsure de vampire est notamment romantisée comme un acte sensuel. Au-delà de ça, on retrouve un certain nombre de scènes axées autour de ce thème, et c'est parfois un peu dérangeant lorsqu'on connaît la suite de la vie de Roman Polanski. Mais, pour me faire l'avocat du diable, c'était au final assez courant dans les films de cette époque, Polanski ou non. On retrouve également un court extrait dans lequel la question de l'homosexualité est évoquée, lorsque le fils du comte essaie de séduire et de mordre Alfred pour le changer en vampire, de manière honnêtement très correcte par rapport aux clichés qui étaient souvent véhiculés sur le thème de l'homosexualité à l'époque. Un dernier point semble pertinent à aborder, il s'agit de la réalisation. Qu'on aime ou non Polanski en tant qu'homme, il est indéniable qu'il a un talent certain une fois derrière la caméra. De nombreux plans ont une esthétique très travaillée, et cela contribue très fortement à l'ambiance du film. En conclusion, on peut dire que Le Bal des vampires est un bon film. L'univers créé nous absorbe, et malgré le poids des années, on se laisse porter par l'histoire d'Alfred et de son maître.
La réalisation est très bonne et les acteurs sont excellents. Que ce soit Polanski dans le rôle d'Alfred, Sharon Tate dans le rôle de Sarah, ou encore les deux mentions spéciales aux excellents et très drôles Jacques McGovern dans le rôle du professeur d'une part, et Ferdy Mayne dans le rôle du comte von Krolok d'autre part. Alors oui, ça a vieilli. On retrouve certains clichés qui semblent un peu vieillots et qui ont probablement fait leur temps. On n'éclate pas vraiment de rire, mais on passe tout de même un bon moment. Si vous êtes curieux de connaître le sort final de nos deux chasseurs de vampires, n'hésitez donc pas à jeter un œil au bal des vampires. Il est maintenant l'heure de faire un bond dans le temps jusqu'aux années 80, période du bon goût et des copulés. Parlons maintenant de Fright Night, aussi appelé Vampire, vous avez dit Vampire, en version française. On ne parle pas ici du remake de 2011, mais bien du film original de 1985 de Tom Holland, le célèbre réalisateur de films d'horreur à qui on doit par exemple le premier film de la poupée maudite Chucky, jeu d'enfant, en 88. C'est aussi le tonton de Dexter Holland, le chanteur des Offspring, mais ça c'est une autre histoire. Nous suivons la vie d'un adolescent, Charlie, qui commence petit à petit à se méfier de son nouveau voisin. C'est vrai qu'il fait beaucoup de bruit la nuit, c'est donc forcément un vampire. L'adolescent et quelques-uns de ses amis mènent l'enquête en faisant appel à Monsieur Vincent, un tueur de vampires prétentieux qu'ils ont vu à la télé. Sauf qu'en fait, ce dernier est un sacré froussard, un peu à la Gilderoy Lockhart dans Harry Potter. Le tout va partir en grand n'importe quoi, les ados essayant de percer le secret de l'abominable voisin. On va avoir droit à pas mal d'effets spéciaux d'époque, donc bien kitsch comme il faut. En bref, ça sent bon les années 80. Il faut également évoquer cette scène qui m'a pas mal gêné. Vers la moitié du film, les protagonistes se retrouvent dans une boîte de nuit, et le vampire hypnotise la petite amie du héros. Puis il la séduit, ils s'embrassent, se tripotent, il y a même une scène pas du tout subtile qui suggère une fellation. Sauf que c'est censé être une lycéenne, c'est un détournement de mineur, bordel! On retrouve la thématique qu'on avait déjà abordée dans le film précédent, de cet érotisme parfois glauque entourant le monde des vampires, qui ont un pouvoir d'hypnotisation et de manipulation. Au final, tout ceci était dans le but de l'enlever, mais ça reste quand même assez perturbant de mon point de vue. Mais bon, sans rentrer trop dans les détails, Fright Night est un film de vampire classique plus qu'une réelle comédie, malgré quelques moments assez drôles. La réalisation est très correcte, si on excuse les quelques effets spéciaux qui ont pris un gros coup de vieux. Pour ce qui est des acteurs, ils sont bons, notamment Roddy McDowall dans le rôle de Peter Vincent, qui est sans conteste le personnage le plus drôle du film, ainsi que William Ragsdale dans le rôle principal de Charlie et l'excellent Chris Sarandon dans le rôle de Jerry, le voisin vampire. Je pense que c'est un film à voir pour ceux qui sont nostalgiques des ambiances années 80, car si ce film a légèrement mal vieilli, il reste en revanche un excellent moyen de se replonger avec nostalgie dans ces années aux coupes de cheveux désormais illégales. Mais ce qu'on aime, nous, c'est les bonnes comédies, les bons gros nanars qui tâchent. Alors, je ne peux pas finir cette première partie de la chronique sans vous parler de Embrassement le vampire, film de Robert Bierman. Réalisateur, qui n'a pas fait grand chose d'autre d'ailleurs, il n'a même pas de photo sur Wikipédia. En tête d'affiche, celui qu'on ne présente plus, notre petit chouchou à nous, détourné des millions de fois par internet. J'ai nommé Nicolas Cage en personne. Drop it. Mais ce qu'on sait moins en général, c'est que le fameux meme internet You Don't Say avec la tête de Nicolas Cage est justement tiré de ce film, à un moment où son personnage met beaucoup de pression à sa secrétaire. Horrible job, sifting through old contract after old contract. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. You have to, or I'll fire you. Do you understand? Do you? Mais bref, parlons du scénario. Nicolas Cage incarne Peter, un cliché du jeune cadre supérieur et dynamique qui travaille dur la journée tout en martyrisant ses collègues, avant de sortir quasi tous les soirs en boîte de nuit pour se mettre minable et essayer de pécho. Sauf qu'il part un peu en cacahuète, il a des visions étranges, et après avoir été mordu par une jeune femme nommée Rachel lors d'un coup d'un soir, il prend conscience qu'il est en train de se transformer en vampire. Il commence à agir de plus en plus étrangement, et alors que c'était déjà un homme désagréable, il se met à agresser de plus en plus de monde, d'abord Alva, sa secrétaire, qu'il agressait déjà verbalement dans la scène du You Don't Say, mais qu'il tente également de mordre quelques minutes plus tard, la laissant inconsciente. Un peu plus tard, il mordra violemment une autre femme en boîte de nuit, la tuant sur le coup. Oui, j'avoue, c'est pas trop une comédie pour le moment. Les thèmes évoqués sont pas ultra drôles, mais laissez-moi un moment.
Car oui, au final, Peter ne se transforme pas du tout en vampire, et ça, on le comprend assez vite dans le film. Il achète par exemple de fausses dents, il se balade avec des lunettes de soleil, mais Peter n'est absolument pas un vampire. En fait, on comprend au fur et à mesure que tout se passe dans sa tête. Mais la morsure de Rachel au début du film, me direz-vous? On comprend un peu plus tard qu'en fait Rachel est une ex-petite amie de Peter et qu'il a imaginé tout cela. En sortant de boîte de nuit, juste après son meurtre, il croise en effet la vraie Rachel, qui le reconnaît, mais semble surprise de le revoir car elle ne l'a pas vu depuis des années. Peter continue donc son destin tragique, sa lente descente aux enfers, et sans vous spoiler la fin du film, on peut dire que ça ne s'arrange pas vraiment. Ah oui, je sais, c'est toujours pas drôle, mais ça c'est parce que vous avez pas vu le film. Effectivement, le scénario est super sombre, c'est une réelle tragédie qui se déroule sous nos yeux. Mais n'est-ce pas, finalement, le propre d'un nanar de faire rire malgré lui, de manière totalement involontaire, et comme dirait l'autre, à l'insu de son plein gré. Ce film est un mauvais drame, mais il est une très bonne comédie, et ce pour une seule raison, Nicolas Cage. Pendant tout le film, il en fait des caisses, il improvise, il en fait 200 fois trop, on dirait qu'il avait absolument carte blanche, et que le réalisateur et l'équipe du film ne lui ont posé aucune limite. Alors, oui, c'est tentant quand on a un acteur comme Nicolas Cage à disposition de lui laisser une part d'improvisation, mais est-ce une bonne idée quand cela va à l'opposé même du but initial du film? Mais bon, peu importe, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ce film est un très bon nanar. Si vous êtes capable de sortir de l'histoire, assez glauque pour le coup, vous allez vous marrer toutes les 2 minutes devant les envolées lyriques et les mimiques improbables de Nicolas Cage. Et rien que pour ça, et malgré son inhérente médiocrité, Embrasse-moi Vampire vaut la peine d'être regardé. Comme quoi, les mauvais films, c'est comme les coups à champignons. Il y en a toujours eu, il faut juste savoir les dénicher. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la seconde partie, dans laquelle on découvrira un film britannique ultra lourd, un délire japonais complètement perché, et une fois n'est pas coutume dans cette émission, un très très bon film. En tout cas, un grand merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la deuxième partie. En attendant, je retourne à ma mission avec moult barbarie. Générique.